Au début, je sais qu'il y en a qui m'appelaient le youtubeur fou. À l'école, quand j'ai lancé ma chaîne, je présente le JT, mais j'ai pas mué. En fait, je suis pas bien vu, tu vois, on se moque un peu de moi en vrai à ce moment-là. Et puis, petit à petit, en fait, quand ils voient, il a commencé à voir tel gars, tel acteur et tout, après, ça a changé. Et j'ai des gens, justement, qui me méprisaient et qui après m'envoyaient des messages sur LinkedIn, tu vois, il y a quelques années, en mode bravo pour ton parcours. Et Mika, c'était dingue. Le mec a fait tellement d'interviews dans sa vie, il te dit, enfin, mec, t'as 22 ans, tu m'as posé la meilleure question que j'ai eue en interview. Bon, ma première interview avec Cécile de France, qui est une très grande actrice, je dis pas que c'est pour mon média à ce moment-là. Je dis que je suis pour Nice Matin à ce moment-là. Moi, pendant 5 ans, je dépassais pas les 400 vues, mais je m'en foutais. Parce qu'en fait, ma passion, c'était les rencontres. Même aujourd'hui, quand une interview marche pas, je m'en fous parce que sur le moment, j'ai trop kiffé l'interview. Bienvenue dans cet épisode de U25, un podcast de OVNI Media, un podcast qui met en avant la nouvelle génération d'entrepreneurs qui se sont lancés avant leurs 25 ans. Aujourd'hui, on reçoit un profil assez unique parce que c'est Marco du média On Time, un média d'interview culture qu'il a lancé sur les réseaux. Et c'est assez unique parce qu'il s'est lancé à ses 13 ans. En 4e, il a commencé à interviewer des gens autour de lui avec le téléphone de sa maman, avec un seul rêve, rencontrer des personnalités du cinéma. Rêve qu'il est en train de réaliser parce que On Time est devenu une vraie référence des interviews culture sur les réseaux sociaux. Il cumule des millions de vues sur ses différents réseaux, même une présence sur les plus gros événements du cinéma français comme Cannes, comme les Césars, etc. En tout cas, je suis trop content de le recevoir parce que c'est un profil vraiment unique, se lancer aussi jeune et performer autant sur les réseaux maintenant, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc je vous laisse avec l'épisode, c'est super intéressant et à bientôt. Et bah Marco, bonjour. Salut, ça va ? Ça va tranquille. Trop content de te recevoir aujourd'hui. Comme je te disais tout à l'heure en off, tu fais partie des personnes maintenant, on est un peu dans le même milieu, même si on traite de thématiques différentes, mais qui m'inspire un peu sur plein de thématiques, mais je te le redis devant le public. Dans cette émission, je pose toujours la même question à l'invité dès le début. Tu as entrepris très jeune, tu as entrepris à 13 ans, même si à ce moment-là, je pense que tu pensais pas vraiment entreprendre, c'était juste un projet pour le kiff, on en reparlera. Mais en l'occurrence, il y a toujours un lien avec la famille quand on lance ce genre de projet, qu'on est très jeune. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce que ta famille, tes proches, pensaient un peu de ce que tu faisais à ce moment-là et de ce qu'ils en pensent aujourd'hui. Ce qu'ils en pensaient quand je me suis lancé, déjà mon premier invité c'était mon père. Non mais déjà, j'avais pas de téléphone à 13 ans encore. Ouais. Donc du coup j'ai pris le téléphone de ma mère pour filmer mes premières interviews. Donc tu vois déjà ils ont été essentiels. Donc forcément qu'au début il m'encourageait parce que quand t'as ton enfant qui a un rêve de devenir présentateur de JT mais qui peut pas présenter le JT, du coup il décide de se lancer sur YouTube, qui fait ses petits reportages, bon bah c'était hyper important. Et tous les premiers invités, c'est eux qui me les trouvaient, c'est-à-dire que mes parents, ils ont des amis qui sont médecins, agriculteurs, agents immobiliers, c'était mes premiers invités en fait, c'était des amis de mes parents en fait. Ouais. Et c'est comme ça du coup que ça a commencé, ils ont été hyper importants au début. Et aujourd'hui, ils me disent qu'ils sont fiers et tout, donc c'est trop cool. Hop, je vous arrête une seconde parce que dans U25, on interviewe que des jeunes entrepreneurs et je vais vous dire ce qui nous casse le plus la tête quand on se lance, c'est vraiment la paperasse. Parce que perso, je suis convaincu que quand on se lance aussi jeune, c'est par passion et pas du tout par envie de passer ses soirées à faire de la paperasse et de l'administratif. Et donc c'est pour ça que je vous conseille un outil que j'adore, c'est Time. Time, c'est un logiciel de facturation électronique simple et 100% gratuit, mais surtout, ils sont absolument conformes pour la nouvelle réforme de facturation électronique qui arrive. Et ce que j'adore, c'est que tu peux l'utiliser de plusieurs façons. Soit juste pour la plateforme agréée pour recevoir tes factures électroniques tout en restant conforme, soit tu prends leur outil de devis plus facture 100% gratuit pour tout centraliser. Bref, t'as vraiment un côté tout en un qui est hyper cool avec de la facture fournisseur, du suivi, de la trésorerie, t'as même un compte pro intégré. Bref, ça permet de me libérer d'un des trucs les plus chiants pour moi, c'est vraiment la charge mentale. Ils sont 100% français, si vous savez depuis le temps que vous me suivez à quel point je donne du crédit à tout ce qui est beau et intuitif, bah pour le coup c'est vraiment le cas ici. Et visiblement ça plaît parce qu'ils sont à plus de 4,8 sur 5 sur 3600 avis. Je te mets le lien en description, tu peux commencer gratuitement et si tu veux tester leurs offres Start et Business, on te met 2 mois d'essai gratuit offert comme ça tranquillement. Bon, voilà, je te laisse avec ton épisode, il est génial, à bientôt. Il y a un truc aussi lié beaucoup à l'amitié je trouve. La famille c'est ceux qui sont vraiment le plus proches de toi, mais l'amitié, tu vois, les jeunes de ton âge, il peut y avoir un regard un peu peut-être différent sur se dire mais qu'est-ce qu'il fait, etc. Tu sais, en plus c'est beaucoup l'âge où on juge les gens qui font des trucs un peu différents et tout. T'avais quelle relation avec ces amis ? Au début je sais qu'il y en a qui m'appelaient le youtubeur fou, tu vois. Non mais en fait à l'école, quand j'ai lancé ma chaîne, je présente le JT mais j'ai pas mué, ou je suis en train de muer, donc en fait on voit l'évolution. Mes invités c'est pas du tout des gens connus, je m'affiche, en fait je suis pas bien vu, tu vois, on se moque un peu de moi en vrai à ce moment-là.
Et puis petit à petit, en fait, quand ils voient, putain, il a commencé à avoir tel gars, tel acteur et tout, après ça a changé. Et j'ai des gens, je me souviens, qui me méprisaient et qui après m'envoyaient des messages sur LinkedIn, tu vois, il y a quelques années. Bah ouais. Non, mais en mode cool, tu vois, en mode bravo pour ton parcours. Mais parce que c'est des gens qui vraiment étaient là au tout début. Ils voient un petit peu d'où je suis parti. Et honnêtement, ça m'a pas spécialement affecté à ce moment-là parce que moi, vraiment, je vivais déjà mon rêve en fait à ce moment-là. Je faisais des rencontres. C'était assez exceptionnel pour moi. Et donc voilà. Ton rêve de présenter le JT, ça te vient d'où? À quel moment ça arrive? Je pense que c'est vraiment, il y a deux choses. C'est que j'étais abonné déjà à ça s'appelait Journal des étudiants, JDE. Donc toutes les semaines, je recevais le journal pour suivre l'actualité. Ouais. Je voulais vraiment être journaliste, tu vois. Et je regardais tous les soirs, j'étais vraiment le seul de ma classe à regarder le JT de 20h avec Laurent Delahousse. Laurent Delahousse et sa mèche, moi, il me faisait rêver. Sa mèche me fait toujours rêver d'ailleurs. T'essaies de reproduire un peu? Bah, j'essaie, mais j'y arrive pas. Hein. Non, Elle est infaisable. Inégalable, le gars. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. D'ailleurs, au début, mes premières vidéos, il n'y avait pas qu'une interview. Il y avait d'abord 1 minute d'actualité. Tu vois, j'étais vraiment un passionné de journalisme. Et je m'étais vraiment, d'ailleurs, j'avais 13 ans. J'étais enfermé dans cette case. Je vais être journaliste et rien d'autre. C'est-à-dire qu'à 13 ans, c'était déjà déterminé que j'allais faire une école de journalisme après le bac, tu vois. Et donc voilà, c'était un rêve, présenter le JT. Comment tu définissais Enfin, tu vois, j'ai juste envie pour les gens qui regardent, qui puissent se rendre compte de ce que ça pouvait être, les vidéos de l'époque et tout. Comment tu préparais tes vidéos, à quoi ça ressemblait, etc. Ouais. Bah déjà, ce qui est important, c'est que je m'étais fixé dès le début de publier une vidéo par mois le 15 du mois. Ok. Toujours. Ce qui fait que je me suis imposé une rigueur. Tu peux regarder depuis l'historique de ma chaîne, fait 8 ou 9 ans, tous les 15 du mois, il y avait une vidéo. Et après, ça a accéléré, mais au début, c'était une fois tous les mois. Et donc, du coup, ça me forçait à trouver un invité dans ma région. Tu vois, donc ça, déjà, c'était pas facile. Et après, ouais, c'est ça. Je m'informais de l'actualité tous les jours pour faire ma petite minute d'actualité. Voilà, je m'imposais ce rythme, cette rigueur, et je pense, ça m'a forgé aussi à ne pas arrêter, tu vois, à continuer cette aventure, parce que sinon c'est facile de dire, j'ai une période pas facile, j'ai le brevet, j'ai les partiels, je vais arrêter, je vais faire une pause. Sauf qu'après, du coup, tu deviens trop flexible, et après, tu peux potentiellement arrêter. Et donc, du coup, je me suis imposé une force de travail à ce moment-là. Non, mais carrément, mais du coup, sur la thématique des sujets, si tu veux, quand tu parlais d'actualité, tu étais déjà direct un peu culture, ou alors tu faisais un peu de tout, même potentiellement de la politique à ton âge, tu vois. Je t'avoue, je prenais tout ce que je pouvais à l'époque. En fait, j'ai une petite qui s'appelle Rayon, mec. Les invités, ça n'est pas nombreux. Donc oui, je m'en souviens, dans les premiers un peu invités cool que j'ai eu, j'avais eu le méchant dans le film Les Choristes. Donc c'est la première vidéo qui avait trop bien marché sur YouTube. Elle avait fait 300K à l'époque sur YouTube, c'était dingo. Ouais. Alors que j'étais habitué à 300 vues. Et donc le mec qui vient dans ma cuisine, tu vois, lunaire, parce que sa fille était à l'école où j'étais. Et une de mes autres premières invitées, c'était Anne-Laure Bonnet, la présentatrice sportive. Pareil, elle vient chez moi au bord de la piscine, tu vois. C'était et donc souvent c'était des invités de tout horizon. Et je venais effectivement à Paris parce qu'il y a plein d'invités qui me disaient oui, mais il fallait que je monte à Paris. Donc je prenais le train, Rion, Paris. Et sur un week-end, un peu comme toi, tu le fais pour les podcasts, j'essaie de regrouper un max d'interviews. Je faisais avec un ancien membre du GIGN, un astronaute, des invités qui me faisaient kiffer. Je rêvais de culture à ce moment-là, mais j'avais pas accès à ce moment-là encore. Mais tu vois, c'est drôle, tu me dis, tu interviews des gens autour de la piscine, etc. et tout. Je pense que c'était pas réfléchi à l'époque et que juste tu te posais pas la question. Mais en fait, c'était un peu l'ancêtre des interviews authentiques qu'on cherche aujourd'hui, tu vois. Des interviews un peu moins produites, un peu moins cadrées comme il y a sur TF1 depuis des années. Déjà, tu faisais ça, mais c'était pas fait exprès en fait. Ouais, complètement. Et ça, en fait, j'ai essayé de garder la même ADN parce que c'est ce qui plaisait. Et c'est ce qui plaît aujourd'hui, encore le temps long. Ouais. Tu peux te poser où tu laisses la parole aux gens, tu laisses leur temps d'expliquer. Du coup, tu sors pas des extraits qui sont sortis de leur contexte. C'est pas frustrant pour les invités de se dire ah non, il va garder que 15 minutes, que 15 secondes de moi dans son sujet, comme c'est le cas à la télé, comme tu dis. Là, vraiment, c'est du temps long, c'est de la parole. Et c'est pour ça que les gens, ils apprécient faire du temps long, tu vois. Tu vois, je me suis noté, quand on pense à toi, il y a l'étiquette journaliste, créateur, entrepreneur, intervieweur. Aujourd'hui, toi, tu te définirais comment ? T'as dit journaliste, entrepreneur, et c'est quoi le troisième ? Créateur et intervieweur. Et créateur, intervieweur. Je dirais que c'est venu au fur et à mesure, c'est-à-dire que journaliste, c'était le tout début. Ouais.
Je me considérais comme journaliste, j'apparaissais même pas à l'écran, donc il n'y avait pas cette notion de créateur. Ensuite est apparu le créateur parce que TikTok, Instagram, donc journaliste créateur, ce qui déjà pouvait être mal vu à l'époque, mais les deux. Et puis un entrepreneur, ça arrivait un peu après, pendant mes études, où il y a mon père qui est lui entrepreneur et a commencé à me dire ce serait bien que tu monétises tout ça, si tu veux pas que ça reste juste un hobby, mais si tu veux peut-être essayer d'en vivre. Et donc du coup, ça arrivait un peu plus tard. Et aujourd'hui, je combine les trois, ouais. Et donc, à quel moment de ton parcours ça devient plus un hobby? Franchement, ça doit faire, tu sais que ça doit faire 1 an, 2 ans. Ouais. En fait, c'est venu vraiment petit à petit, quoi. Vraiment pas à pas. J'ai mis du temps à me faire une place dans ce milieu, déjà à privilégier le contenu. Tu vois, aujourd'hui, le contenu, il est là, j'enchaîne les interviews tous les jours. Et après, c'est posé la question de la monétisation. Au début, il y a eu les plateformes qui ont payé. Et puis, maintenant, ça fait peut-être 1 an que je développe la partie partenariat. Mais ça, tu vois, c'est du travail en plus. Ça tombe pas comme ça du ciel. Il faut aller démarcher des marques, c'est des discussions, ça prend beaucoup de temps. C'est un vrai métier d'être commercial. Je me suis entouré d'agences aujourd'hui qui m'accompagnent aussi, mais tu vois, moi, c'est pas la partie qui me passionne le plus, mais c'est essentiel en fait. Bah oui, même pour pouvoir continuer. Mais le brain content, c'est un art. Tu vois, j'ai reçu un gars qui s'appelle Thomas Varaché, qui travaille avec pas mal de médias et tout, qui a créé justement sa régie média qui connecte un peu les créateurs avec les marques, etc. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a des codes de fou en fait à aller chercher et que toi, quand juste tu es dans le créatif, dans la création, c'est pas forcément un truc que tu as directement. C'est un vrai métier, juste pour contexte, parce que je sais pas si on l'a précisé, mais sur les différents réseaux, du coup, t'es à combien en ce moment En termes d'abonnés, de vues alors du coup, sur TikTok, je suis peut-être à 225 000 abonnés. Insta... Là, on vient de passer les 69 000 à l'heure où je te parle. Mais il y a 1 an, j'étais à même pas 20 000. Donc là, je suis trop content de la croissance sur Insta. YouTube, on doit être à 35 000. Facebook, 45 000. Donc en tout cas, on a fait la meilleure année de loin en 2025. On a fait 280 millions de vues alors qu'on avait 120 millions en 2024. Donc je suis trop content. Magnifique. Mais du coup, ça vient d'où cette croissance-là sur Instagram? Il y a quoi qui est arrivé en particulier? Déjà, multiplication des contenus. C'est vrai que depuis que je suis arrivé à Paris, du coup, j'ai l'opportunité de faire de plus en plus d'interviews. J'ai de plus en plus de propositions. Aujourd'hui, on est passé de, quand j'étais encore il y a 2 ans, je postais une vidéo par jour. Aujourd'hui, j'en poste 3, ce qui est en vrai un gros rythme. Et puis aussi, on augmente la qualité des productions. Donc forcément, les contenus sont plus vus. C'est normal. Tu fais des contenus de qualité. L'algorithme aussi, les plateformes valorisent ça aussi vachement. Et j'essaye toujours de faire des contenus un peu dans les tendances. Je m'inspire de ce qui se fait, des concurrents, quel format marche mieux, quel format marche moins bien. Mais en tout cas, je suis content parce que je fais plus comme avant où je privilégiais peut-être des contenus de 15-30 secondes pour avoir la phrase choc. Quasiment tous les contenus aujourd'hui sont minimum 1 minute. Entre 1 minute et 3 minutes pour les contenus short. Donc en mode, ça fait que dans chaque contenu, tu as de la valeur, tu apprends quelque chose. Ça, c'est important. Et de dire, ok, tu fais des millions de vues sur des contenus comme ça me fait plaisir. C'est trop intéressant parce que c'est vrai que c'est pas forcément un truc qu'on se dit directement. Tu vois, beaucoup parlent de TikTok, max 30 secondes, ce genre de choses. Donc il y a des contenus plus longs qui peuvent aussi fonctionner, quoi. Et c'est même ça qui est encouragé aujourd'hui par les plateformes. Mais parfois, je peux tester plusieurs supports. C'est-à-dire que je sais que j'ai un moment qui est très très fort. Ça peut être frustrant de diffuser peut-être 3 minutes et que les gens ils passent à côté. Imagine ta vidéo elle n'est pas vue, ça peut être frustrant. Donc dans ce cas, je prévois un backup d'un autre short plus court de cet extrait que je vais balance, tu vois. Et donc du coup, au final, tu vois, ça me fait 2 extraits que je peux balancer. J'espère qu'il y en a un qui pète sur les 2. Mais ouais, je privilégie les contenus longs aujourd'hui, c'est hyper important. Je trouve qu'il y a aussi un truc où, du coup, tu disais entrepreneur, tu t'es aussi entouré, j'imagine. Maintenant, tu as aussi un monteur, je crois, il me semble. Est-ce que ça aide aussi, je pense, pour la production? Parce que 3 contenus par jour, il faut y aller, quoi. Ouais, alors je fais quand même beaucoup de montage parce qu'en fait, c'est dur de déléguer de montage. Ouais, je comprends. Parce que quand on fait du contenu comme nous, c'est de l'édito, c'est-à-dire on a envie de raconter une histoire dans chaque petit contenu qu'on poste. C'est pas juste un cut in and out, tu vois, il faut voir quelle partie on met au début et ensuite comment on raconte la suite de l'extrait, tu vois. Donc tu vois, c'est quand même un regard éditorial qui est pas facile. Il y a un angle qu'il faut aller chercher. Souvent les meilleurs monteurs avec qui j'ai travaillé, c'était des gens qui avaient un profil journaliste en fait, parce qu'ils avaient ce regard un peu éditorial. Après je me suis entouré du coup de
de mon ami que j'ai connu à Cannes, qui lui a ce profil très technique, très réel, qui vient avec tout son matos sur les interviews maintenant. Et donc ça fait des trucs hyper produits que moi, vraiment les cadreurs ils m'insultent, mais quand je venais, j'avais investi dans 2 caméras qui étaient cool, mais je mettais tout en automatique, tu vois. Et donc, du coup, t'exploites pas du tout le potentiel des cams. Mais au moins, ça faisait le taf, tu vois. Mais les cadreurs, tu vois, ils m'insulteront dans les commentaires parce que c'était du gâchis, tu vois. Mais... T'as Richard qui est pas content là-bas quand tu dis. Non, mais du gâchis. Je comprends. Mais c'était toujours mieux qu'un iPhone, tu vois. Ouais, bah, carrément. Mais juste, voilà, donc j'ai ce cadreur qui m'accompagne et puis j'ai des gens en freelance sur la recherche de partenariats qui sont là. Et là, mon objectif dans les mois qui viennent, c'est effectivement vraiment d'embaucher, de construire une vraie rédaction composée de journalistes, monteurs, cadreurs, voilà, former une vraie équipe. Sur un truc qu'on a en commun que j'ai trouvé fou, parce que en fait, j'imaginais pas que ça pouvait être présent chez d'autres à ce point-là et tout, mais t'en as parlé sur LinkedIn, c'est cette espèce de joie que t'as quand tu prends un oui. Tu vois, pour une interview. Moi, je sais que c'est un truc. Franchement, je suis trop content. Et tu vois, limite, je suis plus content d'avoir l'interview que de voir l'interview finie. Tu vois, c'est fou. Pourquoi, enfin, tu vois, je nous pose la question à tous les deux, mais pourquoi tu penses qu'il y a ce sentiment-là? Qu'est-ce que ça valide en vrai? Parce que je pense que c'est quelque chose qui te paraissait peut-être pas inaccessible au début, mais de l'ordre un peu du rêve, en mode t'avais pas projeté la situation. Et quand tu reçois le mail, tu te projettes, ok, je vais rencontrer telle personne, je vais pouvoir lui poser ces questions-là. Donc il y a un peu ce shot d'adrénaline au début qui après part très vite quand tu pars au charbon et que tu dois te dire, ok, il faut que je taffe, faut que je prépare l'émission. Voilà, mais je pense que, tu vas me dire ce que t'en penses, mais c'est un peu, ok, ça se concrétise, tu vois. Ah, mais moi, carrément, enfin, je sais que sur OVNI, j'essaie de recevoir que des personnes qui, moi, m'inspirent d'une manière ou d'une autre, que ce soit frontal ou non. Et du coup, genre, quand je suis face à l'évidence que je vais rencontrer cette personne, comme tu dis, je suis en mode, mais incroyable, je vais passer un bon moment. Et même, bon, après, il y a l'opportunité média où ils se disent, ok, bah, cet invité, de un, moi je l'adore, mais aussi il y a des gens qui l'adorent, tu vois. Et donc, je vais pouvoir exposer et lier mon nom à cette personne aussi. Et je trouve ça trop bien. Trop bien. Sur la partie business, un petit peu. Parce que à la base c'est un média un peu entrepreneuriat, etc. Quand tu te lances à 13 ans, ce qu'on disait tout à l'heure, tu te lances un peu naïvement, juste tu veux réaliser ton rêve et tout. Mine de rien, quand tu grandis, t'as ton papa qui te dit maintenant il faut réussir à monétiser, il faut en faire un business, etc. Comment est-ce que enfin, tu vois, dans l'entrepreneuriat, on dit toujours qu'il faut satisfaire un besoin. Pour que une boîte marche, là en l'occurrence ça commence à marcher toi, quel besoin tu penses que à quel besoin tu vas répondre en réalité? C'est qu'en fait on a très très peu, voire quasiment personne en médias culturels sur les réseaux avec vraiment accès cinéma, quoi, comme je fais. Donc en fait aujourd'hui les jeunes, quand ils veulent s'informer d'un film qui sort, bon bah aujourd'hui ils vont plus regarder la télé, ils vont plus écouter la radio, ils vont plus lire les journaux ou Télérama. Donc en fait, ils scrollent sur TikTok et Insta. Et mine de rien, t'as que très peu de médias aujourd'hui sur les journées presse où en fait les acteurs ils enchaînent les interviews. En média web, t'as Brut qui est parfois là, mais c'est très rare. T'as Combini qui va faire quelques formats, mais tu parles pas vraiment de cinéma, t'es plus dans l'entertainment avec des formats. T'as après Madame Figaro, mais tu vois, donc en fait, j'ai vraiment ma place à ce moment-là. Et j'ai tellement de messages de jeunes qui me disent ah, j'ai vu ton interview, ça me donne envie d'aller voir le film, je vais le voir demain au cinéma, tu vois. Et donc là, moi, je remplis un rôle. Je sais pas si c'est un rôle vital ou je sauve la vie des gens, tu vois. C'est pas le cas du tout. Non, pas. Mais tu réponds à un besoin, quoi. Ça me fait trop plaisir de promouvoir la culture où les jeunes, bah, tu leur donnes envie de se déplacer au cinéma, d'aller voir le spectacle de tel humoriste, d'aller écouter tel album parce qu'il a vu ton interview, parce qu'il a été touché par le message qu'il racontait dans l'interview, tu vois. Moi, ça, c'est mon but. Et donc, je pense que je réponds un peu à ce besoin. Et puis, pour faire le parallèle avec les marques, on en parlait un petit peu en off, le cinéma, ça fait rêver, tu vois. Le cinéma, tu as des étoiles dans les yeux. Quand tu es une marque, tu veux t'associer à des acteurs, c'est le Graal, tu vois, en vrai. Et donc, c'est pour ça que forcément, ça facilite un peu certaines collaborations où, comme le cinéma, ça fait rêver, un partenariat avec un média on-time, Accès Cinéma, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir assez facilement, tu vois. Mais même, je trouve que sur le fond, je suis complètement d'accord, mais sur la forme, je trouve que quand on regarde tes interviews, que ça parle de cinéma, je trouve qu'il y a un vrai pas de côté qui est fait.
Euh, Moi, j'ai ma petite idée, mais comment est-ce que toi, tu définirais ce pas de côté pour les gens? En fait, j'intéresse vraiment à l'humain, peut-être derrière juste le film. Comme Ouais. tu dis, c'est de prendre un petit pas à côté, un petit angle différent, peut-être parfois dans l'émotionnel, pour que le mec Mm. qui se sent touché dise ah ouais, ok, tu poses des questions différentes, c'est hyper intéressant. Et donc, du coup, ça amène à des réflexions qu'ils n'ont pas tout le long des interviews, parce qu'en fait, ils répondent aux mêmes questions sur le film c'est quoi le pitch du film, Ouais, ils ont c'est quoi les ton éléments de langage. personnage. Tu vois, ils ont un peu ras-le-bol et donc ouais, moi je pose des questions vraiment, mais je me fais chier, hein, c'est-à-dire que je prépare au moins 3-4 heures chaque interview pour avoir justement ces questions qui à chaque fois frappent un coup et tu vois, qui sont interpellés. Je veux pas une seule question qui soit classique. Et ouais, alors je saurais pas trop te dire du coup c'est quoi mon pas de côté, j'ai un peu du mal à me rendre compte, mais en tout cas les gens, à chaque fois je reçois des messages tous les jours de gens qui saluent en mode ça fait tellement du bien d'avoir des interviews comme ça change, tu vois. Et donc moi, mais du coup ça met une petite pression. Je suis Ouais. en mode ok, le gars était trop touché par cette interview là, la prochaine faut que j'assure. Tu vois, il y a de l'attente en fait maintenant. Mm. Et puis même, enfin, je trouve il y a à la fois du coup l'angle question, et d'ailleurs je suis très d'accord avec toi, on en parlera après, mais l'interview avec laquelle je t'ai connu, euh, enfin en tout cas qui m'a marqué, c'est une interview récente avec une actrice, je me souviendrai pas son nom, mais où tu lui poses une question, elle a deux doigts de pleurer, etc. Je pense qu'on Ouais, en a pas mal ouais, parlé de Joséphine celle-là. Japy elle s'appelle. Voilà. Et Mélanie Laurent. On en parle juste après, mais je trouve aussi que ton côté où tu incarnes, je trouve que ça rajoute un truc, tu vois. Par exemple, je tombe souvent sur des interviews à ciné ou quoi, tu vois les deux acteurs et tu entends une voix en fond qui Hmm, pose la question. Là, il y a une caméra qui est braquée sur toi hmm, et on te voit poser la question. Et donc on voit qu'il y a un humain ouais. qui s'intéresse à ça et donc on peut s'identifier aussi. Ouais, non, c'est ça, t'as raison. Ça, j'avais un peu de mal au début à dire, ok, j'ai vraiment braqué une caméra sur moi, tu vois, ça fait un peu bizarre. Mais même aujourd'hui, je veux pas être au cœur du contenu, Ouais. c'est-à-dire que ça me dérange pas du tout de supprimer ma question au début et juste qu'on voit les acteurs, on me voit aussi après en contre-champ, tu vois, on voit, comme tu dis, qu'il y a une personne, et tu vois, Ouais, ça mais même tes interagit, réactions, tu vois. c'est les réactions. Mais je veux pas être au centre du truc, tu vois, je veux vraiment garder le contenu et les invités, que ce soit eux qui soient dans la lumière. Et puis si ma question est pertinente et du coup je peux la laisser, tant mieux, tu vois. Comme tu dis, c'est vrai aujourd'hui d'avoir un visage, ça peut rassurer les gens, de se dire ah ok c'est Marco, c'est un contenu de on time, donc je sais que ça va être bien, donc je vais regarder. C'est vrai que ça peut peut-être aider. Et cette interview du coup avec Joséphine Japy, tu nous racontes? Ouais. Joséphine Japy et Mélanie Laurent, donc là c'était pour un film qui s'appelle Qui brille au combat, qui est hyper touchant. Je savais avant l'interview qu'il fallait que l'interview soit touchante. J'essaie de m'adapter à chaque fois en fonction du film. Quand j'ai fait Jérôme Commandeur, Laurent Lafitte et François Damiens, je voulais qu'on se pète de rire. Et donc du coup, je prévois les questions en fonction. Donc j'ai posé des questions complètement lunaires. Dans cette interview, par exemple, de François Damiens et Jérôme Commandeur, je leur ai demandé, vous, à quel moment vous, la perte de cheveux est apparue et est-ce que c'est devenu un complexe. Mec, ça part en fou rire total, mais c'est le but. Les Ouais. attachés de presse ils tirent la gueule à ce moment-là parce que tu Bah parles pas oui. du film. Mais en fait, c'est la meilleure pub pour le film. Parce que quand l'interview sort, les gens pètent de rire. L'interview, elle a fait en tout 25 millions de vues. Et les gens qui sont déplacés en salle avec ce film, c'est parce qu'ils se sont éclatés pendant l'interview, tu vois. C'est beaucoup mieux que juste eux qui pitchent le film, tu vois. Pour Joséphine Japy et Mélanie Laurent, c'est la vraie histoire de Joséphine Japy et sa sœur qui est handicapée depuis sa naissance. Et du coup, l'interview est hyper touchante. Je voulais rentrer dans l'émotionnel direct. La première question que je lui pose, c'est du coup, c'est un film qu'elle réalise, qu'elle a porté depuis des années, qui lui tient forcément hyper à cœur. Et je lui demande juste si elle est fière d'elle, tu vois. Et rien que là, tu vois, direct, on tombe dans Hmm. l'émotionnel. C'est pas facile de tomber dans l'émotionnel quand t'as 12 minutes d'interview chronométrée, tu vois. Et tout le long, tu vois, j'ai posé un petit peu des questions. Et j'ai même oublié mes questions, je vais pas te mentir, j'ai même pas regardé mes questions. Après, juste, on parlait, on était dans l'émotionnel et on a passé un moment très fort. J'ai posé peut-être 2 questions que j'avais prévues sur les 20. Donc ça peut être frustrant parce que j'avais écouté des podcasts, plein de recherches et tout, mais c'est pas grave en fait. Parce Ouais, que tu t'es laissé porter. le moment est unique, tu vois, tu vis un moment très fort. Et ouais, ça fait partie des interviews là récemment qui m'ont vraiment marqué et que je vais garder en tête. Mais enfin, c'est super intéressant parce que c'est un sujet que je voulais aborder. C'est à quel point tu laisses une part d'imprévu dans tes interviews parce que tu as d'un côté les RP, d'un côté tu as les acteurs qui n'ont pas beaucoup de temps et tout. Comment tu te laisses porter? C'est intéressant. Déjà, j'ai enlevé ce côté frustration de si je pose la moitié de mes questions, c'est pas grave. C'est-à-dire que je préfère rebondir et interagir Ouais. et quitte à mettre la moitié des questions de côté. En revanche,
il y a des questions où je suis très content, je veux aborder ces sujets-là avec lui. Donc quelles questions tu fais passer en priorité, quelles autres tu acceptes d'enlever, de quelle manière peut-être tu vas t'autoriser à rebondir, à improviser. Quand tu as des créneaux chronométrés de 12 minutes, tu peux improviser, mais pas trop non plus, parce que sinon tes questions d'après, c'est cuit. Donc à quel moment tu te dis, ok, maintenant il faut que je recentre l'interview, il faut que je passe au sujet d'après, tout en que ça paraisse en fluide, tu vois. Donc tu vois, c'est pas facile de trouver le bon dosage, mais c'est bien d'interagir. Tu vois, c'est bien de montrer que tu es intéressé par ce qu'il dit et que ce soit pas un interrogatoire. C'est ça qu'ils apprécient les invités, c'est que ce soit vraiment une discussion, mais avec de la profondeur. Moi, chaque question, en général, j'essaye de m'appuyer sur des faits, sur une scène précise, sur un truc que j'ai vu d'eux. Et donc, voilà, tu as envie d'aborder le sujet, ça peut être frustrant, mais c'est un mix des deux, en fait. C'est un mix des deux. C'est sur le ressenti, en fait. C'est une interview, c'est le ressenti. Non, mais complètement d'accord. Tu vois, on a parlé de 2 interviews là, avec Jérôme Commandeur, Laurent Lafitte et Joséphine Japy. J'aimerais revenir sur un peu tous les contenus que tu as pu faire. Est-ce que tu aurais une première victoire symbolique où tu te dis, dans ton parcours, celle-là, ça a été game changer et ça a été une immense fierté, tu vois? C'est dur, hein, parce que tu dois toutes les aimer, mais... Ouais, non, mais après, il y en a qui ont un peu été hyper déterminantes. Je sais que toutes les premières interviews, ça passait pas du tout pour les attachés de presse. Je demandais sur Instagram. Je sais qu'un des premiers aussi qui a accepté, c'était Pierre Lotin. Donc, beaucoup de gens le connaissent pour être Wilfried dans Les Tuches. Je lui avais envoyé un message sur Insta. Je fais l'aller-retour du coup de Cannes jusqu'à Paris. On se voit dans un bar miteux, le bar, tu vois, avec les gens qui passent dans la rue. Et aujourd'hui, je suis trop fier de voir parce que le gars, il cartonne. Il a fait En Fanfare, il a fait... On ira, Les Tuches évidemment qui cartonne, mais il a fait plein de films géniaux. Donc tu vois les acteurs évoluer dans leur carrière. Mais les premières interviews, je les ai eues au culot. C'est-à-dire que vraiment, je m'en souviens pour ma première interview avec Cécile de France, qui est une très grande actrice. Je dis pas que c'est pour mon média à ce moment-là. Je dis que je suis pour Nice Matin à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est la première fois que je le dis. J'ai inventé un énorme mytho, mais c'est très mal de faire ça. Oui. L'attaché de presse m'avait dit, j'avais d'abord envoyé pour mon média, mais m'avait dit non, désolé, c'est pas possible, on n'a plus de place. Moi, je voulais pas lâcher. Cécile de France était à Cannes pour un festival. Du coup, je renvoie un message en disant oui, j'ai fait un truc pour Nice Matin, tu vois. Il dit ah oui, bien sûr, allez-y, on vous donne votre créneau d'interview et tout. La RP qui regarde l'émission là, qui est en sueur, qui va finir extrait. Et au final, la RP, après, je travaille encore aujourd'hui à l'année, tu vois. Je lui ai jamais raconté ça, mais en mode, je lui avais quand même envoyé cette interview en exemple pour les prochaines interviews que je voulais faire. En mode, regarde, j'ai fait cette interview de Cécile de France. Est-ce que tu acceptes que je fasse maintenant une interview de telle personne pour tel film? Et du coup, les attachés de presse étaient en mode ah oui, il a quand même fait Cécile de France, le gars. Et elle est quali l'interview. Mais donc, tu vois, ça a été au culot. Il y en a vraiment, Alessandra Sublet, qui est animatrice télé, elle est passée dans mon campus. Vraiment, je vais l'interpeller comme ça. J'ai mon petit média. Est-ce que ça te dirait Mais en vrai, ils sont là pour. Ils sont contents de faire des trucs pour t'aider. Tu vois, quand t'es jeune, t'es motivé. Ils savent ce que c'est en plus. Les premières, c'était au culot et ça m'a permis ensuite d'avoir des trucs à montrer. Mais je sais que j'ai un peu les mêmes sujets et tout sur comment tu trouves les invités et tout. Mais pour que les gens se figurent bien et voient bien les backstage de ce que c'est de trouver des invités, est-ce que tu peux nous raconter vraiment comment ça se passe les relances? Là, tu vois, on a un bon exemple, mais je sais que des fois, moi, j'envoie 2-3 relances à des gens, j'ai jamais de réponse, c'est pas grave. Mais tu peux nous raconter un peu? Petit aparté dans notre épisode pour vous dire que tous vos retours sur U25, ça me fait super plaisir. Vous êtes de plus en plus à regarder et ça, c'est vraiment génial. Néanmoins, vous êtes aussi beaucoup à passer sur les épisodes sans forcément interagir, que ce soit par un like, un commentaire, un partage ou un abonnement. Et c'est vraiment la meilleure manière de me soutenir. Donc, je vous encourage à le faire. Si jamais vous êtes sur les plateformes de streaming, vous avez juste à lâcher un 5 étoiles sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. En tout cas, moi, ça me fait hyper plaisir. Je vous laisse avec l'interview. Elle est géniale. À bientôt. Ouais, en fait, déjà, ça passe en vrai par moi, c'était par le volume. Parce que quand tu rêves d'interviewer des acteurs, j'envoie des demandes à tous les attachés de presse, mais tous les jours. Mais que des refus. Parfois, vraiment pas connu du tout, mais qui va accepter, tu vois. Et donc, c'est aussi sur eux que je veux remercier, qui me permettaient de continuer à faire vivre mon émission. Et puis, aujourd'hui, j'ai la chance que ce sont les attachés de presse qui me contactent pour chaque sortie de film. Je reçois peut-être 20 demandes par jour. Ce qui est énorme, j'en accepte une maximum par jour. Donc maintenant, le rapport de force, c'est un petit peu inversé. C'est un vrai soulagement. Sauf que moi,
m'est arrivé une problématique où je me suis dit, maintenant je vais apprendre des choses, je veux me diversifier un petit peu dans mon contenu, je vais lancer un podcast des personnes de l'ombre du cinéma. Donc là maintenant je dois refaire ce travail de me dire, ok, je veux les meilleurs dans leur domaine, le meilleur agent de cinéma, le meilleur producteur, le meilleur agent effets spéciaux. Et donc du coup, je refais ce travail de démarchage, mais là pareil, tu vois, là c'est un conseil aussi que je peux donner, c'est que premier invité, j'ai regardé dans les gens qui me suivaient, j'ai vu Hugo Sélignac, donc, qui est le producteur de cinéma français très réputé. Je l'ai dans mon podcast, c'est le premier podcast qu'il accepte de faire. Bon, maintenant, pour les prochains invités, je leur montre ça, Hugo Sélignac. Ils disent ok, ah ouais, effectivement, Hugo Sélignac. Et en plus, tout le monde dans le milieu l'a vu cette interview avec Hugo Sélignac. Donc, quand tu arrives avec Hugo sur le papier, tout de suite, c'est plus facile de convaincre les gros invités. Donc, tu vois, ça passe beaucoup par du contact. Faut pas hésiter quand tu lances ton média ou ton émission à solliciter les amis d'amis au début qui sont assez influents pour direct imposer ta patte et direct les gens ça les impressionne. T'es plus une émission parmi d'autres, tu vois, t'es un gars qui a réussi à choper ce gars, tu vois. Donc là tu frappes un gros coup. Mais après, toi aussi tu peux nous dire un petit peu comment tu démarches, mais j'imagine que c'est peut-être parfois beaucoup de frustration, beaucoup de relance, tu vois. Bah carrément, non mais en fait, moi, ce qui est drôle, c'est que du coup j'ai créé un premier podcast qui s'appelait Précoce il y a 2 ans maintenant quasiment. Et les premiers invités, c'était des gens que je connaissais vaguement, l'ex d'une pote à moi, le bail d'un de mes meilleurs amis, tu vois, des trucs comme ça. Mais tu te rends compte en fait quand tu creuses un peu, que tu demandes à des gens et tout, il y a tout le monde qui connaît un petit peu, tu sais, un plus un et tout. C'est ça. Qui connaît un petit peu et qui peut te connecter et tout. Et comme tu dis, en fait, ce qui fait la différence après, c'est une fois que tu as fait cette émission, donc il y a de la preuve visuelle, que ce soit, peu importe l'invité, au moins qu'on voit que ce soit bien produit et tout. Et une fois que tu arrives à avoir des gens sympas, moi je sais que ce qui a été game changer, un peu, c'est Valorant, en vrai, du Crayon Media. Parce que personnalité clivante, personnalité aussi connue, reconnue et tout. Et surtout, énorme réseau. Donc une fois que tu as ce gars-là, tu dis oui, lui qui a un emploi du temps hyper chargé et qui a des occasions médias tous les jours, il a accepté de venir. Et bah là, effectivement, on se dit bah peut-être que je ferais mieux d'y aller aussi. Mais il y a aussi des fois, tu vois, tu fais des compromis. Je sais que Valorant, peut-être il m'en voudra de raconter ça, mais on s'est loupé 3 fois, tu vois, avant qu'on fasse l'interview. Donc c'est que de la relance, c'est que de continuer quand tu veux vraiment avoir quelqu'un, c'est comme ça, je pense. Ouais, non mais moi j'ai aussi accepté de venir parce que j'ai vu que tu avais interviewé Valorant et Valentin, j'ai un pote dans la com. En fait, forcément ça aide quand tu vois des gens que tu connais, tu dis ok, c'est-à-dire que le mec il est calé quand même sur des sujets. S'ils sont venus chez lui, c'est que ils ont bien aimé, donc tu vois, ça aide en fait, le contact ça fait tout. Et comme tu disais, le culot. Le culot, c'est vraiment... moi c'est ça, Valentin, j'ai envoyé il me suivait même pas, hein. J'ai envoyé un vieux DM sur Insta et tout, j'ai envoyé une petite interview que j'avais fait, il m'a dit vas-y go. Après on a galéré à savoir et tout, j'avais pris quelques vues et tout, mais au final on s'est eu et maintenant on est en bon contact et on s'entend bien, tu vois. Mais effectivement le culot est pas ça. Ouais, mais aussi le côté que ce soit bien produit, tu vois, quand tu vois que tu réserves à chaque fois un studio de podcast, tu vois qui est bien produit et tout, ça aussi c'est rassurant. Tu vois, t'as plein de gens qui t'invitent et tout, mais tu sais, c'est un peu peut-être un peu bancal, tu vois. Là, c'est vraiment hyper bien produit. Et donc, tu vois, tu te sens bien, tu te sens à l'aise. Et ça aussi, tu vois, ça aide. Le café et le canapé, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais quand je suis arrivé ici à l'entrée du podcast, j'avais le choix entre des goûts de café. Non, mais il faut dire le niveau de production aujourd'hui. Il faut dire, ils seront contents. Venez dans ce studio. Non, mais pour reparler un peu de On Time, pour recentrer un peu, moi, j'aimerais aussi que tu nous racontes les deux facettes. D'un côté, la meilleure interview que tu as eue. Ça, on doit te la poser tout le temps, la question, mais logique, on a envie de savoir un petit peu. Et celle où, pas forcément que tu as été déçu, parce que en vrai, pas forcément, mais celle où ça a été un peu la cata, quoi. Que ce soit parce que l'invité n'est pas venu, ou il n'était pas pro, ou sans citer des noms, forcément. Ou même qu'il y ait un problème technique, ce genre de choses. Donc déjà, la meilleure, et ensuite une où c'était un peu cata. Putain. Moi, j'ai tellement un problème, c'est qu'en fait, je fais tellement d'interviews que je suis incapable de dire les interviews que j'ai fait la semaine dernière. Je comprends. Genre, en fait, c'est cata. En vrai, là, on a parlé de 2 interviews qui ont été hyper marquantes. La plus touchante avec Joséphine Japy, Mélanie Laurent. La plus drôle avec Jérôme Commandeur, François Damiens. Et après, en termes de
de kiff absolu. J'ai eu la chance de faire Timothée Chalamet pour Bob Dylan, de faire Angelina Jolie pour aussi un autre film. Donc tu vois, si c'est des gens où tu te dis, ok, j'ai lancé ce média pour faire des interviews de gens du cinéma, et là j'ai accès à ça. Enfin, moi, tu vois, c'est quand tu prends du recul, tu te dis, waouh, enfin. En interviewant ton daron, Ouais. 9 ans après, Timothée Chalamet, quoi. Ouais, non mais en mode, c'est fou. Genre, tu te dis, putain, en fait, j'ai vraiment réalisé mes rêves les plus fous, en fait, quand tu y penses. Et en vrai, aujourd'hui, toutes les interviews que je fais, c'est des moments hyper forts. Et chaque année, j'ai des accès que j'avais pas l'année d'avant. Moi, je voulais trop interviewer Christian Clavier, dans lequel j'ai grandi avec ses films. C'est la première fois, je m'étais fait reviser au moins 5 fois, où j'ai pu la voir là récemment, tu vois. Euh, Pareil, tu vois, d'avoir des gens comme Camille Cotin et tout, qui se confient, qui se livrent, c'est des gens que tu vois beaucoup, et ils donnent beaucoup quand tu les interviews. C'est trop bien. Là, j'ai aussi développé aussi plus les artistes musicaux. C'est-à-dire que là, c'était un nouveau défi. Acteurs, ça roulait bien. C'est-à-dire qu'on me les proposait tout le temps. Mais pour tout ce qui est musique, on me les proposait pas trop. Tu vois, parce qu'on voyait moins ça sur ma chaîne. Ouais. Moi, je voulais en faire. Donc, tu vois, j'ai lancé les attachés de presse. J'ai accepté d'interviewer des artistes moins connus au début pour avoir des choses à montrer. Et là, tu vois, là, ces derniers jours, j'ai pu faire Taïk, j'ai pu faire Amel Ben, j'ai pu faire Florent Pagny, Lara Fabian, et il y a 3 jours, j'ai pu faire Mika. Donc tout ça en l'espace d'une semaine. Et Mika, c'était dingue, tu vois. C'est-à-dire que le mec a fait tellement d'interviews dans sa vie, et le mec, il te dit, enfin, mec, t'as 22 ans, tu m'as posé la meilleure question que j'ai eue en interview. C'était quoi la question? C'était en mode, ok, mec, t'es l'artiste préféré de Coldplay, Lady Gaga, Taylor Swift, ils le disent tous. Mais toi, à quel moment tu vois, t'as été fier de toi? À quel moment la musique n'a pas été juste un refuge pour toi? Et en fait, tu pars sur des discussions hyper profondes Ouais, c'est type. qui sortent du cadre hyper promotionnel où les artistes ils se livrent, tu vois. Et pareil, à chaque fois, moi je pose toujours la même question au début. Je leur demande qu'est-ce qu'ils faisaient à 22 ans, tu vois. Je leur dis que j'ai 22 ans et qu'est-ce qu'ils faisaient à 22 ans. Et à chaque fois, il y a un peu ce côté nostalgique, tu vois. Ils repartent un petit peu en enfance et ils se confient sur une période de leur vie qui a été un petit peu importante, qui était déterminante. Souvent, c'est un âge où tu as fini tes études, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Mais donc, du coup, voilà. Paul Musique, je suis content. Et sur des interviews un peu galères? Ah oui. Par exemple, je sais que Laurent Baffy, donc le commandeur d'addition, ça a été un petit peu compliqué, tu vois, parce que Ouais. le mec est un petit peu déstabilisant. On le fait chez moi. Il arrive, il y avait mon père en plus chez moi à l'appart. Il me dit, tu dis pas bonjour, connard, tu me proposes pas un café? Et tout. Le gars, il dit pas bonjour, Ah il me ouais. dit, tu proposes pas un café, connard? Ok, bon, on fait le café. Il dit pas bonjour, il s'installe. Il prend On a des trucs un petit peu chez nous, un petit peu précieux et tout. J'ai s'amusé à les jeter et tout ça. Ouais. En plein milieu de l'interview, il s'amuse à tacler mes chaussettes. C'est vrai qu'il y avait une noire, une blanche. Et le gars te termine. Ah, mais fallait être prêt aussi. Ouais, mais j'ai pas été bon. Mais et sinon, en vrai, en acteur, je citerai pas de nom parce que ça sert à rien, mais en mode, il y a des acteurs qui, quand la caméra s'éteint, en mode, ils s'en foutent, tu vois, en mode, c'est bon, ça passe à autre chose, allez au suivant. Et je comprends, tu vois, il y en a, ils ont pas forcément une bonne image des journalistes parce qu'il y en a plein qui ont déjà raconté de la merde sur eux et tout. Mais la plupart des acteurs, on passe tous un trop bon moment. Il y en a plein, ils me suivent sur Insta. Il y en a plein aujourd'hui, ils me DM en mode est-ce que ça dit que sur un prochain film on fasse une interview ensemble parce que je kiffe ce que tu fais. Donc quand tu vois ça, bah, tu te dis que la mission est accomplie. J'ai un sujet parce que c'est un truc qui moi aussi me touche et j'imagine que toi aussi qui est passionné par la culture. Il y a un truc où je pense que quand tu reçois un invité que t'aimes énormément, potentiellement même t'es fan et tout parce que t'as regardé plein de films, il y a ce côté impressionnant qui est obligatoirement là, tu vois. Comment est-ce que t'arrives à garder ce rôle de journaliste avec tes questions, potentiellement même aller chercher, aller creuser un petit peu, même si ça le titille un petit peu, alors que vas-y, t'es juste un fanboy à la base. Ouais, mais tu vois, aujourd'hui, plus du tout. Aujourd'hui, quand je rencontre même un acteur qui m'a fait rêver, je sais pas pourquoi, mais j'ai plus du tout une boule de stress ou d'impressionnement. Ouais. Je lui serre la pince, je le tutoie, alors qu'on se connaît ni Nathan ni Dave. Et direct, on se pose et en fait, je lui parle comme si c'était comme là en fait. Et en fait, très vite, au début, j'avais ce côté-là. Forcément, la première interview il y a quelques années, j'étais un peu impressionné, intimidé. Ouais. Et après, j'ai hyper vite désacralisé les stars. Mais hyper vite. Aujourd'hui, c'est
hyper naturel. Peut-être eux-mêmes sont surpris, mais ils sont contents que tu le considères comme un gars que tu pourrais croiser, tu vois, en soirée et lui parler comme ça, tu vois. Et donc très vite, on part dans une discussion qui est hyper authentique, tu vois, ça aide. Il n'y a pas ce côté oh putain, mec, je suis tellement impressionné de te voir en vrai. Oui, non, mais je pense il vaut mieux pas y aller là-dedans. Non, faut pas aller là-dedans. Parfois, je leur dis que, tu vois, ils ont été importants pour moi, mais en mode, je suis pas du tout dans le côté fan ou quoi, pas du tout. Mais pour autant, j'ai pas envie de rester non plus trop sérieux et que l'interview frôle l'interrogatoire, tu vois. Je veux vraiment rester dans ce côté, ok, on est cool, on va discuter ensemble. Mais non, aujourd'hui, je suis même plus impressionné. Il y a peut-être 2 personnes, je dirais, qui me feraient un truc si je les vois en vrai. Allez, vas-y. 2 ou 3. C'est-à-dire il y a Hugh Grant et Julia Roberts parce que Coup de Foudre, Notting Hill, c'est mon film préféré que je regarde chaque année et que voilà. Ouais. Il y a Tobey Maguire, qui est le premier Spider-Man. Parce que mec, quand j'étais petit, j'étais Spider-Man. Bah, same. Ah ouais? Same. Mec, j'avais ma housse de couette, c'est Spider-Man, mon ordi Spider-Man, mes murs Spider-Man, j'avais acheté une tente Spider-Man. Après, on est pareil. J'avais acheté les lance-toiles Spider-Man à Noël avec le truc bleu qui est dégueulasse. Ouais. J'allais chez le coiffeur, je montrais la photo de Tobey Maguire, je voulais la même coupe que lui. Bah, toi, je sais pas à quel point c'était ça, mais donc en mode, je voulais ce gars, tu vois. Ouais, je pense que. Bah, je te le souhaite, hein, mais ça serait fou. Et le dernier, bon, évidemment, mais ça, c'est le Graal du Graal quand tu rêves de cinéma, c'est DiCaprio, tu vois. Moi, je rêvais depuis tout petit, j'ai dit, un jour, je ferai DiCaprio. Sur tu vois, pour faire suite, donc il y a la partie avec les acteurs, mais aussi avec les RP, je pense. Ouais. Alors que tu as 22 ans, eux, ils sont là, ils ont des trucs très particuliers. Ils veulent qu'on fasse la promo du film, basta. Tu gères comment cette relation? Tu as commencé un peu à l'aborder tout à l'heure. C'est un truc qui est un peu dur à gérer, je pense. Ouais, mais en fait, c'est un lien de confiance que tu crées avec tes attachés de presse. Quand ils te contactent pour faire l'interview d'un film, faut qu'à un moment donné, effectivement, tu parles du film. Par un prisme, tu vois, qui est intéressant. Tout l'enjeu aussi pour moi, quand un film est un peu moyen, c'est de parler d'autres choses que le film, de parler d'autres films qui ont été trop cool dans sa carrière au gars, tu vois, parce que quand tu reçois des invités comme Christian Clavier, tu as envie qu'à un moment donné, il te parle des Bronzés, tu as envie qu'il te parle de, tu vois, et donc c'est tout l'enjeu. Là, j'ai fait Gérard Jugnot la semaine dernière, je voulais qu'il me parle des choristes aussi, tu vois, t'as pas envie qu'il te parle que du dernier film, mais comment t'amènes de façon fluide pour parler de ce film-là? Et à un moment donné, il faut quand même parler du film parce qu'il y a l'attaché de presse qui est derrière, tu vois. Mais l'attaché de presse, il sait que c'est le jeu, c'est-à-dire que c'est tout dans son intérêt aussi que tu aies un clip à un moment donné qui marche bien, tu vois. Et dans la description, tu mets que son dernier film, tu vois. Donc voilà. Mais après, l'attaché de presse, c'est un lien de confiance que tu crées. Donc si tu parles pas du tout du film, le mec, ils te font plus confiance pour les fois d'après. Il faut, voilà. C'est un lien de confiance et moi j'ai aucun mal à parler du film à chaque fois dans les interviews parce que c'est des sujets qui changent à chaque fois, qui sont hyper intéressants à aborder. Ouais, et puis ça permet aussi que si jamais tu interviews 2 ou 3 fois la même personne, enfin je veux dire que tu peux changer comme ça il faut changer d'angle à chaque fois. Il y a des fois où tu t'es restreint quand même par rapport à ce sujet-là sans même forcément citer, mais par rapport sur une interview où tu t'es dit ok la personne en RP elle est un peu oppressante et tout, il va falloir que je change un peu ce que je veux faire parce que... Ouais, ça m'est déjà arrivé parce que en fait parfois pour expliquer, parfois tu amènes tout ton matériel pour l'interview et parfois le distributeur prend en charge toute la production. Donc ils ont leurs techniciens, ils amènent leur lumière et donc les attachés de presse ont un casque où ils peuvent écouter pendant toute l'interview. Et quand c'est ça et que tu avais prévu des questions un peu, tu vois, un peu osées, un peu culottées, bon tu te dis bon je peux t'éviter de la poser celle-là. Et parfois d'ailleurs ils viennent après me voir après l'interview, ils me disent ok tu peux supprimer tel passage s'il te plaît, tel passage. Donc ça arrive qu'il y ait des moments où tu te dis ce moment-là il est incroyable mais t'as été obligé de le supprimer. Ouais, je pense c'était avec Redon Bougueraba. Ouais. Mais c'était dingue, c'était hilarant. C'est vrai que c'était un peu voilà mais à la Redouane quoi. Et l'attaché de presse qui m'a dit faut que tu supprimes. Et il y a une fois là c'était il y a pas si longtemps que ça, c'était avec Benoît Poulvorde. Il était dans un état bien éméché pendant l'interview. Et puis en mode, l'interview, moi, elle se passe super bien. L'attaché de presse m'a dit, je compte sur toi.
si tu vois que c'est trop chaud, tu vois, tu mets pas. Ouais. Et en fait, les gens se marrent, tu vois, c'est son personnage et ça fonctionne super bien, tu vois. Mais dans la mesure du possible, j'essaie de pas me restreindre. Mais parfois, tu prépares des questions osées et sur le coup, tu le sens pas. Et donc, du coup, tu le dis pas. Parce qu'on est d'accord, du coup tu précises, mais il y a des fois où du coup l'attaché de presse capte après, parce que là tu dis ils entendent en direct et tout, il y a des fois où tu sors la vidéo et ils captent à ce moment-là. De toute façon tu envoies dans tous les cas. Ah bah, ça m'est jamais arrivé qu'ils me disent une fois que c'est sorti, Ouais. enfin en mode, à un moment donné, enfin, l'acteur il s'entraîne, il fait des interviews depuis des années, il sait s'il a lancé une Ouais. grosse dinguerie. Et au pire, il me le dit à la fin de l'interview, est-ce que tu peux supprimer quand Ouais, je dis ça? ouais. Mais en mode, sinon voilà. Et il y a des extraits que j'ai postés qui ont déjà fait beaucoup réagir, mais c'est le jeu, tu vois, c'est comme ça. Bah carrément. Et ça les met jamais dans des situations délicates, tu vois. Oui, non, mais même que ce soit l'acteur ou même toi, tu te rends compte assez facilement si à un moment il va sur un sujet un peu trop border pardon. Ouais. Tu te dis, même moi pour l'image de mon média, je Bah veux non, pas. mais c'est ça, faire attention. 22 ans du coup, tu vas avoir 23 en 2026, c'est ça? Ouais, 27 mai. Ok, bon, on a le même âge du coup. Est-ce que tu as senti à des moments que l'âge c'était un frein? Ah bah au début, évidemment. Enfin, en mode, je te dis, quand j'envoyais mes mails qu'il y aurait mes interviews que j'avais pas muées, déjà direct, c'est un no-go. Enfin, non mais c'est normal. Et puis après, oui. Et en plus, je jouais au début de mon côté jeune dans mes mails. Je disais, voilà, Hmm. je suis un jeune journaliste de 17 ans, je suis un jeune journaliste de 18 ans. Et en fait, c'est pas du tout un avantage. Dans ce milieu très fermé du cinéma, très glamour, c'est pas du tout, tu vois. Ah, tu voulais aller chercher l'empathie, mais en réalité. Ouais, en fait, ils ont pas d'empathie. Non, mais c'est Ok, réel. Du ouais, coup, ouais. en fait, j'ai enlevé ça. Et ils se sont dit, en fait, les interviews sont quali. Le mec, on voit qu'il est jeune, mais on sait pas vraiment quel âge il a. Au début, on m'a donné des acteurs secondaires. Hein. C'est pas des acteurs connus. Hein. C'est les arrangés, les attachés de presse, que je fasse une interview de cette personne que les autres médias voulaient pas. Et puis après, ils se sont dit, bon, ça qui fait du bon travail, ça marche bien. Les jeunes, ça les touche. On va lui donner des gros et des gros. Mais les gens qui pensent que ça arrivait comme ça, pas du tout. Hein. Ça a pris des années hein, pour arriver où je suis. Hein. Mais justement, à l'inverse, c'est quoi un peu le truc que ça attise, le fait d'avoir un gars jeune qui fait les interviews, tu penses, qui change par rapport aux médias tradis? Mais il y en a, ils me disent, mais ça change la vie de faire une interview comme ça. Parce que, bah en fait, c'est eux-mêmes ce qu'ils aiment consommer. Tu vois, Ouais. sur les réseaux sociaux, ils aiment le côté hyper Les authentique. codes, t'as les codes, quoi. Ouais, les codes, tu vois, et on est dans de la discussion. C'est un peu comme si j'avais un podcast que je délocalisais sur place. On se pose sur le canapé, on est tranquille, on discute. Et où ils peuvent se livrer, tu vois, ils ont la parole, c'est pas cut comme on a dit dans des formats de 1 minute, tu vois. Donc, en mode. Donc en mode aujourd'hui, si ça leur fait plaisir de parler à un jeune et de parler aux jeunes, de se dire ok, l'interview, elle va être diffusée sur les réseaux et c'est les jeunes qui en entendent parler. Et donc eux-mêmes, ils changent leur manière de parler. Tu vois, ils sont beaucoup plus chill, beaucoup moins, tu vois. Tu grandis avec ton média, du coup. Est-ce que tu sens qu'au fil du temps, il y a quand même des trucs qui changent, qui sont liés à l'âge, tu vois? Par exemple, aujourd'hui, on a 22, donc ça va, on est encore dans la fleur de Ouais, l'âge, j'ai ça envie va. de dire. Mais tu vois, est-ce que tu penses que quand tu auras la trentaine, il y a des trucs qui vont changer, qui vont être impactés par la vie? Bah, c'est une bonne question parce qu'aujourd'hui, beaucoup aussi me disent putain, c'est incroyable ce que tu fais à 22 ans. Tu vois, ils diront peut-être plus la même chose quand j'aurai 30 ans, donc il faut jouer Ça sur sera autre la chose. norme, ouais. Mais, du coup, moi, c'est à quel moment je vais me dire ok, à quel moment je vais apporter peut-être d'autres défis, d'autres challenges qui vont permettre de me différencier. Donc là, c'est ma priorité 2026, c'est développer les nouveaux concepts, les nouveaux formats. On sort des hôtels, on fait des formats un peu plus huge, un peu plus ambitieux. Et donc là, mon but, c'est pas que les gens se disent dans quelques années ah, Marco, il est jeune, il fait des belles interviews. C'est ah, attends, ce mec, il a fait tel format. Ah, j'adore ce format-là, mec, c'est incroyable ce que tu as eu. Enfin, tu vois, je vais miser sur le côté format concept. Il y a aussi, tu vois, tous les trucs qui sont liés aux événements. Tu disais que tu en faisais de plus en plus. Chaque année, tu es invité à plus d'événements et tout. Tu as été invité à Cannes Ouais, bien sûr. pour les Cannes et Cannes séries. Ce soir, il y a les Césars d'ailleurs. Euh, ça ressemble à quoi quand tu te rends là-bas? Déjà, j'imagine que toi, c'est le kiff intégral parce que c'est incroyable. En plus, tu reviens dans une région qui t'est chère. Mais du coup, ça se passe comment, un peu les backstage et tout? Alors plutôt César ou Festival de Cannes, tu veux Pour le savoir? Festival de Cannes, parce que c'est un truc qui est Festival de déjà Cannes, fait et ouais. tout. Festival de Cannes, c'est 11 jours. C'est les 11 jours les plus incroyables de l'année pour moi. Mec, j'en ai les larmes aux yeux rien que t'en parler parce que, mec, Festival de Cannes, c'est dingo. En fait, c'est 11 jours qui sont hors du temps. C'est-à-dire que t'arrives, tu rentres, t'as l'impression d'avoir
vécu une autre vie. Quand t'es passionné de cinéma, tu vois des films, les meilleurs films qui vont sortir pendant toute l'année. Tu fais les interviews des équipes des films dingues. Tu fais des soirées, mec, c'est complètement fou. Avec les personnes les plus influentes du monde du cinéma, t'es avec eux, tu bois du champagne, enfin, c'est complètement lunaire. Et c'est l'esprit Cannes, quoi. Tu vois, tout le monde est réuni pour la même passion du cinéma. Et c'est hors du temps, en fait. Mec, c'est fou. Mais du coup, ça se passe comment? Enfin, t'as les soirées, mais t'as aussi pas mal d'interviews à préparer et tout. Ouais, en fait, tu te réveilles vers 8h30, t'as la première séance à 9h du matin, Ouais. donc au Théâtre Lumière, donc la grande salle. Ensuite, t'as une interview avec l'équipe d'un film. Ensuite, nous, on faisait des formats talk croisette. On se posait sur la croisette avec nos chaises et des influenceurs et un invité. Et on parlait, on faisait un débrief de ce qui se passait. Et ensuite, t'enchaînes sur notre interview l'après-midi, un autre film. Ensuite, il faut que tu repasses chez toi, te changer parce que on est sur le tapis le soir. C'est-à-dire que tous les soirs, il y a la montée des acteurs et des invités. Et on est les seuls à pouvoir filmer les journalistes au bord du tapis. C'est-à-dire que tu peux pas, quand t'es invité à monter les marches, te prendre en vidéo. T'as pas le droit au téléphone. Et donc, du coup, on est les seuls. Il faut bien qu'on prenne en vidéo les acteurs, les gens qui montent les marches. Et Ça ensuite... se bat un peu en plus sur le côté pour avoir l'acteur, pour faire l'interview. non, parce que Festival de Cannes, c'est hyper cadré, effectivement, comparé aux autres festivals, où tu as ton numéro, tu as ton endroit où tu es calé, tu peux pas bouger. Tu as ta place réservée. Par contre, il faut ta place réservée, tu vois. Et nous, ça, on l'a, donc c'est trop cool. Et après, tu vois le film du soir, et ensuite, tu as la soirée. Tu finis à 2h si tu es raisonnable, et ensuite, tu peux aller en after si tu veux, mais bon, après, il faut faire les montages. Force à toi, quoi. Ouais, en fait, au bout de 10 jours, t'es un mort-vivant, t'es un zombie. Et l'année dernière, j'étais en stage en plus en parallèle à TF1. Donc quand je rentrais, direct le lendemain, j'étais à TF1. Mec, c'était horrible. Mais mec, Cannes, quand t'as connu Cannes, tu peux pas ne pas y retourner les fois d'après. Et ça a été un peu game changer le fait d'avoir Cannes, tu penses? Ouais, mais surtout le nombre de connexions que tu crées sur place, mec, c'est le nombre de contacts. C'est énormément de kiff, mais c'est aussi les interviews que tu fais. Je suis dégoûté d'avoir refusé des interviews. Je me souviens, l'année dernière, j'avais refusé, il y a 2 ans, Anora, genre Sean Baker et l'actrice, ils ont tout raflé aux Oscars, à la Palme d'Or et tout ça. J'avais les glandes. Ouais. En fait, tu reçois tellement de propositions de films, tous les films qui sont présentés. Il faut regarder vite. Il faut avoir le flair, et moi, le flair, je l'ai pas tout le temps. Faut regarder plus les films. Ouais. Non, mais du coup, ce qui est attendu de toi, donc tu as les interviews. Sur la partie projection, il y a aussi des attentes. Le fait que tu fasses des débriefs ou quoi, ou même pas? Non, c'est-à-dire qu'en tant que journaliste, nous, on est une société pour les interviews, mais tout l'enjeu, quand tu as un média web, si je veux devenir la référence média cinéma sur les réseaux, il faut que je fasse plein de formats. Et donc, c'est pour ça que chaque année, on rajoute des petites capsules. Effectivement, qu'est-ce qu'on a pensé du film, des débriefs avec des invités, des talks. Voilà, l'enjeu, c'est de faire de On Time le premier média cinéma sur les réseaux, tu vois, à terme. Donc, tu as raison, il faut être bon partout, il faut lancer plein de formats. Pour les formats, du coup, pour rebondir, sur le futur, il y a des formats auxquels tu penses déjà. Bon, déjà, il y a le podcast sur les personnes en backstage. Mais tu as d'autres formats en tête? Ouais, il y a plein de formats là, qui sont en cours. Il y en a dont on a lancé les pilotes. Et en fait, le but, c'est de faire déplacer les personnalités des hôtels. En fait, c'est là où sont toutes les interviews. Tous les journalistes se déplacent pour faire des interviews dans l'hôtel. Et nous, on veut sortir d'ici pour les amener dans des univers qui changent. On a lancé un format chez le coiffeur où la personne elle vient dans un magnifique studio qui s'appelle Harcourt et elle se fait coiffer les cheveux par un hair styliste. En même temps, tu as l'interview. Et tu vois, ça apporte un cadre qui est différent. Tu vois, on fait aussi, j'ai lancé l'interview en balade au parc Monceau. Donc en mode, tu te balades et en fait, directement, tu vas peut-être poser les mêmes questions, mais le cadre fait que ça change tout. Tu vois. Un peu comme Loris Giuliano qui va se balader avec Pierre Ninet. Ouais, tu vois, les gens et les attachés de presse n'ont pas de balle à se dire, ok, pour Loris, on va lui laisser 4 heures. Puis il n'y a aucun souci. Parce que les gens, ils kiffent. Tu vois, et après, on a d'autres formats là, qui sont en développement, mais beaucoup plus ambitieux pour le coup. Mais en mode, c'est hyper important pour frapper un grand coup et pour que les gens, ils disent, ah ouais, c'est tel concept, donc je vais regarder, tu vois. C'est hyper important. Et dans le but d'attirer les marques aussi, quand tu as un concept, c'est plus facile. Et en vrai, pour ton format coiffeur, j'ai pensé à l'invité parfait. Hein. On en a parlé tout à l'heure, Laurent Delahousse. Il faut Laurent Delahousse, mec. Ah ouais, comme ça, évidemment. Il t'explique comment il arrive à avoir cette crinière incroyable. Après, c'est vrai qu'Éric Judor, c'est pas mal aussi. Ouais. ça c'est notre goal.
C'est-à-dire la vidéo de rêve, c'est Eric Judor. Le mec, tu mets Jérôme Commandeur, Eric Judor et tu fais Zidane et t'en fais un trio comme ça. Ah, mais et pendant 1 heure de podcast, le coiffeur fait semblant de les coiffer avec son peigne, mais il coiffe rien. C'est notre rêve, ça. Franchement, elle fait des millions de vues, je pense, l'interview. Du coup, format OK. Future on time, c'est quoi un peu les objectifs, les goals que tu te fixes et tout? Vraiment, la priorité 2026, continuer à produire un max d'interviews qualitatives, à continuer à construire cette communauté qui grandit de jour en jour pour vraiment devenir une référence, ce qui est en train de devenir le cas, tu vois, petit à petit, de plus en plus. Et passer par la phase concept, là c'est vraiment la priorité. On veut frapper un gros coup en fait cette année. On veut que On Time soit à la fin de l'année vraiment identifié de tous comme un média un peu de référence quand tu t'intéresses au cinéma. Donc voilà, je pense que si on se fait un point dans 1 an, voilà, on verra où on en est, mais ça s'annonce passionnant et challengeant. Peut-être je me trompe, il me semble qu'en regardant aussi, t'as parlé un peu de l'international. C'est un truc qui pourrait te faire kiffer ou pas? Ouais. À terme, moi, je kifferais lancer un format, le petit Frenchie qui pose ses questions aux Américains. Je suis sûr que ça marcherait bien, tu vois, chez les Américains, tu vois. Si j'y viens... Ouais, je sais pas. Après, c'est vrai que là, j'ai tous les accès en France et tout, et j'adore il faut Paris. déjà construire ici et ensuite... Après, pourquoi pas? Moi, les États-Unis, ça me fait toujours rêver, tu vois, donc pourquoi pas. Mais ce qui est cool, c'est qu'en France, il y a quand même pas mal d'Américains qui viennent faire de la promo. Donc, tu vois, tu as accès à ces talents américains. Mais ouais, le jour où j'aurai la capacité de déléguer plein de choses et je pourrais me permettre de me dire, ok, je pars 3 mois aux États-Unis faire un test pour lancer des formats, ouais, vas-y. On arrive sur la fin de l'interview. J'ai un petit jeu et une dernière petite question pour toi. Le petit jeu, on va faire très simple. Tu vois, je me cassais la tête à essayer de trouver un jeu pour ce format sur les jeunes entrepreneurs. On va juste faire un vrai faux de manière très simple. Vas-y. Je vais te faire des propositions. Tu devras me dire si c'est vrai ou si c'est faux. En l'occurrence, la première question étant: tu t'es déjà fait prendre de haut à cause de ton âge? Vrai. T'as déjà relancé quelqu'un plus de 10 fois pour une interview? Vrai. Le non t'a appris plus que le oui? Vrai. Tu penses que la meilleure question, c'est souvent la plus simple? Ouais. Tu peux sentir en 30 secondes si une interview va être bonne ou compliquée? Je peux, vrai, mais parfois c'est pas le cas. Les attachés de presse, parfois, c'est plus dur que l'invité. Vrai. T'as déjà eu un invité ultra connu qui arrive et qui te calcule 0? Vrai. Tu t'es déjà senti imposteur? Ouais. Aujourd'hui, tu te considères plus entrepreneur que journaliste? Faux. T'as déjà raté une interview parce que t'étais trop impressionné? Faux. Le plus grand talent d'un intervieweur, c'est l'écoute, pas les questions. Ouais. T'as déjà refusé un deal parce que ça cassait ton éditorial? Vrai. Le montage peut sauver une interview qui est moyenne? Ouais. Hier soir encore. C'est vrai? Vas-y, raconte. Non, mais c'est que, en gros, on a fait une interview à une cérémonie hier et on avait zéro complicité avec le gars. Il répondait à côté de la plaque. Ouais. Et du coup, au montage, bon, t'avais 10 minutes d'interview, tu peux garder 1 minute pour un Reels en prenant des bouts de partout et ça marche, les gens ils kiffent. Ouais. Mais s'ils savaient la réalité. Oh putain, je suis d'accord, j'ai déjà vécu. Tu te sens plus à l'aise face à un artiste que face à un politique? Vrai. Les politiques, c'est bon, j'arrête. François Hollande, ça t'a suffi? Ouais, ça suffit. T'as déjà perdu un contenu à cause d'un problème technique? Vrai, j'avais pas de son. Ah, Ça compliqué. arrive. Micro qui a pas marché. Bon, du coup, je crois que oui, mais t'as déjà eu envie de pleurer pendant une interview? Ouais, vrai. Tu t'es déjà dit, là, je suis en train de vivre mon rêve? Vrai. Écoute, magnifique. T'as répondu à toutes les questions. Peut-être on peut faire un petit aparté sur François Hollande. Je trouve ça intéressant. Ce que tu peux nous raconter et tout. Pourquoi tu me dis plus jamais d'ailleurs? Parce que mec, politique, du coup, ça me faisait marrer au début. Tu vois, je me suis dit, Ouais. ah, trop stylé d'interviewer politique. J'ai fait François Hollande, Jean Lassalle. Et en fait, le problème, c'est que je suis tellement pas calé en politique et que moi, j'ai vraiment axé l'interview sur l'humain. Ouais.
du coup, tu sais, j'étais hyper en empathie et tout. Et mec, je me faisais lyncher dans les commentaires, mais c'est quoi ce journaliste de merde qui relance pas, qui le challenge pas. En fait, je les faisais passer pour des gentils, tu vois. En même temps, c'était pas mon but de les détruire, mais en mode, du coup, je me faisais lyncher. En fait, c'est vrai que quand tu fais des interviews politiques, faut être exigeant, faut être un peu rentre dedans. Journaliste politique, c'est un vrai truc particulier. J'écoutais récemment, d'ailleurs, je te conseille si jamais tu l'as pas écouté, il y a un podcast qui s'appelle Conversation avant la fin du monde. J'écoutais l'émission de Benjamin Duhamel et tout, et il te dit en fait, genre, ton métier, peu importe ce que tu penses, c'est juste contredire le gars et voir jusqu'à où ça va, tu vois. En politique, ouais. Et effectivement, en vrai, contrairement à nous, on peut discuter de manière un peu chill. Je suis pas là toutes les 2 minutes à te challenger. Je pense qu'en politique, si tu le fais pas, t'es mort, quoi. Ouais, t'es mort. Donc, du coup, je t'ai arrêté. Et puis, en plus, c'est bien aussi de se centrer, je pense, tu vois. Ouais. Moi, je veux devenir un peu dans la culture, je veux devenir un peu média numéro 1 dans ce domaine-là. Faut éviter de trop s'écarter. Et ça peut être mal vu, hein. Si tu veux des invités et qu'ils voient que t'as fait des politiques et tout, tu vois, ça peut être moyen. Mais t'as eu un ancien président. Voilà. Pour le flex, c'est déjà cool. Ouais, voilà, c'est bon, c'est fait, mais voilà, on refera plus. C'est coché. Bon, la dernière question que j'aimerais te poser, que ce soit dans les... Parce que c'est dédié, donc, cette émission aux jeunes entrepreneurs, aux gens qui souhaitent se lancer et tout, que ce soit dans les médias ou non, est-ce que tu aurais un conseil, une bouteille à la mer à ces jeunes-là qui veulent se lancer et qui savent pas trop comment s'y prendre? Ouais, déjà, je leur dirais, dans l'idéal, de se lancer avec un ami à eux, s'ils peuvent, parce que quand tu lances un média, c'est beaucoup de charge mentale, et c'est très facile, à un moment donné, d'avoir la flemme, de faire des contenus, d'avoir une période de moins bien, et du coup, d'avoir quelqu'un d'autre pour vous pousser vers l'eau, c'est bien. Et même pour vous déléguer les tâches, mais au début, bon, il faut bien quelqu'un pour faire le montage, pour préparer les émissions et tout. Donc d'être deux, ça fait que c'est au plus, hein. Pas trop plus non plus, sinon après il va y avoir d'autres problématiques. Mais je pense que c'est bien, tu vois, de se lancer avec un ami avec qui tu as confiance, tu vois, dans une aventure. Toujours mieux de vivre l'aventure à deux. Et après, aussi, ce qui est important, c'est d'aller vraiment dans une niche qui te passionne. Parce que, en fait, si c'est pas la passion qui t'anime, tu vas finir par te lasser si les vues et tout ça, ça marche pas. Si c'est la passion, moi pendant 5 ans, je dépassais pas les 400 vues, mais je m'en foutais. Parce qu'en fait, ma passion, c'était les rencontres. Même aujourd'hui, quand une interview marche pas, je m'en fous parce que sur le moment, j'ai trop kiffé l'interview. Il faut que ce soit la même personne, enfin, si tu lances ton média, il faut que le contenu que tu fasses, toi, il te passionne et que, tu vois. Ah bah, je suis carrément d'accord, mec. Pour que tu fasses pas ça et que pour les vues ou le potentiel de monétisation, ça, faut que ça vienne après ou avec, mais faut pas que ce soit le premier critère. Non, mais complètement aligné, c'est ce que je vis aussi, donc je suis carrément d'accord. Je sais que si les vues et la monétisation c'était le but principal, ça ferait bien longtemps que moi comme toi on aurait arrêté au départ, je pense. Donc carrément. Et pour le fait d'être accompagné, je suis d'accord aussi. Moi je suis tout seul, donc je peux que être d'accord avec toi parce que des fois c'est un peu dur. Mais voilà, merci beaucoup Marco, c'était super intéressant. En plus les gens qui te suivent, ils auront l'autre côté de l'intervieweur et tout. Je te check quand même. Merci à toi pour ton écoute, t'as été au top et tes questions. C'est vrai, t'as aimé? Ouais, non, vraiment, t'as fait vraiment de super questions. GOAT, les gars. Vraiment dans l'écoute. Et t'as réussi à bien me relancer sur certaines questions que j'avais pas forcément répondu. Tu sais, tu t'en es souvenu, et du coup, et donc ça, c'est vrai que t'es une très bonne écoute. Trop cool. Et super, merci beaucoup, ça fait plaisir. Et à tous ceux qui veulent se lancer, n'hésitez pas. Si vous voulez faire comme Marco, vous pouvez le suivre sur tous ses réseaux. Suivez On Time pour les interviews un peu barrées et tout. Les gens vont kiffer. Allez, merci à toi en tout cas. Trop bien, merci beaucoup gros. Merci d'avoir regardé cet épisode et surtout je voudrais remercier les équipes d'Eleven Act pour ce joli studio dans Paris. On est à Paris 15, c'est magnifique le studio qu'ils nous propose à chaque fois. Je tourne toutes mes émissions ici et c'est hyper quali. Donc si jamais vous voulez avoir les informations pour tourner ici, c'est dans la description. Et merci encore, bye bye.